Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à Blaringhem, dans le Nord, sur les terres historiques de la brasserie du Pays Flamand. C'est là qu'est née, il y a un an, une nouvelle brasserie, pas tout à fait comme les autres, plus qu'un simple site de production, un véritable lieu de vie, pensé pour l'expérimentation, la convivialité et la redécouverte de techniques brassicoles ancestrales, tout cela en miroir avec la future Cité de la bière qui verra le jour en 2029 dans les Hauts-de-France. Saison 8, épisode 11, Mathieu Le Sène et Adrien Herbe, la spontanerie à Blaringhem, dans le Nord. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la spontanerie. Direction donc Blaringhem, en Flandre française, où Olivier Dutoit et Mathieu Le Sène, amis d'enfance et fondateurs de la brasserie du Pays Flamand, ont choisi de donner un second souffle à leur site historique où a été brassée la première à Nosteke. Naît alors la spontanerie, une brasserie qui ambitionne de produire à terme 2000 hectos de bières qui sortent des sentiers battus, car ici on brasse large, des bières houblonnées expérimentales, des bières brettées, des bières vieillies en barrique et en foudre et bientôt des bières de fermentation spontanée grâce à un cool ship actuellement en cours d'installation, une première dans les Hauts-de-France. Bonjour, je suis Mathieu Le Sène, bienvenue à la spontanerie à Blaringhem dans le Nord. Mathieu, merci de nous accueillir ici à Blaringhem. Le lieu où nous nous trouvons, qui est en pleine évolution actuellement, on va en reparler. C'est un berceau qui aura vu déjà 2 naissances, peut-être plus, mais en tout cas, c'est ici qu'est née il y a 20 ans la brasserie du Pays Flamand que tu as montée, mise sur pied avec ton ami de toujours, Olivier Dutoit. Et depuis, la brasserie du Pays Flamand s'est agrossie en 20 ans, elle s'est agrandie, elle est installée à quelques kilomètres d'ici à Merville. Dans ce lieu qui a toujours été conservé un peu dans son jus, on continuait à brasser des bières, surtout des collabs ou en tout cas des plus petits volumes. Et depuis 1 an, la spontanerie est une nouvelle brasserie que tu as créée avec Olivier Dutoit. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc c'est une deuxième naissance dans ce berceau de Blaringhem. Tout à fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé en 20 ans, puisqu'on a démarré l'aventure brassicole avec Olivier il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, on se retrouve à se retrousser les manches pour relever un nouveau challenge, à savoir brasser des bières d'exception, des bières complexes à faire, avec une équipe ultra motivée. Et effectivement, on a souhaité dissocier la brasserie du Pays Flamand entre son établissement de Blaringhem et son établissement de Merville. Donc avec une structure et une nouvelle histoire à raconter. Alors dissocié presque, puisqu'on est ici dans l'estaminet à Nosteke. Oui, effectivement, on a quand même... on ne renie pas d'où on vient, certainement pas. On sait d'où on vient. Et effectivement, ce site héberge plusieurs activités. Donc effectivement, une brasserie qui pourra brasser à terme 2000 hectos maximum. Aujourd'hui, on en brasse 1500. Et une partie visite, restauration et magasin. Donc là, on s'inscrit peut-être dans le projet plus vaste de la Cité de la bière ? Clairement, en fait, depuis qu'il y a ce projet de la Cité de la bière, nous, on avait envie d'avoir une proposition, on va dire, originale pour ceux qui s'intéressent à ce nouveau tourisme. On parle de tourisme brassicole. Le tourisme aussi des Hauts-de-France qui est en train de se développer, c'est vraiment d'avoir une structure d'accueil de public et d'expérience surtout vis-à-vis de notre clientèle. On sait que la brasserie du Pays Flamand a suivi un beau chemin au cours de ses 20 premières années. Aujourd'hui, il y a des relations commerciales qui ont été nouées depuis bientôt 2 ans avec Brasserie Cronenbourg en Alsace. La bête a grossi. Pourquoi avoir voulu recréer une deuxième brasserie ? Oui, certes. En fait, la bête a grossi. Aujourd'hui, les enjeux sont plus les mêmes. Il y a aussi une crise dans la brasserie en général aujourd'hui en France. Donc, en fait, on va nous reprendre pour des fous, de dire mais on refait de la bière ultra artisanale, craft, pour effectivement, retenter l'expérience. Mais c'est une expérience qui n'a rien à voir avec la Nosteke, puisqu'en fait, l'idée c'est de vraiment privilégier ce côté confidentiel de la bière. Alors, non pas qu'on est devenu élitiste, loin de là. Au contraire, c'est aussi de rendre accessible des bières un petit peu plus rares et surtout une typologie de bière qui nous intéresse particulièrement, que sont les bières sauvages. Puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est propre, on va dire, à une province, à Bruxelles par exemple, faire des bières type gueuse ou lambic. Nous, on avait vraiment, c'est peut-être la dernière corde
à notre arc qui nous manquait. Et en fait, on veut produire ce type de bière, sans doute sans atteindre l'excellence de ces bières bruxelloises, mais en tout cas de s'en rapprocher et d'offrir une expérience gustative juste unique. Il y a peut-être aussi un peu de lassitude à toujours faire de la Nost Toqué blonde, IPA, triple. Alors non, il y a peut-être une lassitude à peut-être à structurer les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui structurer 60, enfin voilà, on est une équipe de 60 personnes. Là ici on revient un petit peu aux sources. Pas plus tard que la semaine dernière, on est venu ici avec Olivier. Bon, on a l'impression de rajeunir de 20 ans à chaque fois qu'on revient ici, quoi. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce que tu nous parles de fermentation spontanée, mais pas que. Il faut quand même sortir 1500 hectolitres par an. Ouais, alors l'idée c'est d'avoir quand même à chaque fois des bières assez rares, hein, donc soit très houblonnées, donc bien sûr dans la lignée des bières IPA, West Coast IPA, double IPA, enfin vraiment dans cette typologie-là, vraiment d'avoir des expérimentations aussi au niveau des houblons et aussi d'accueillir en fin de compte nos collègues brasseurs dans le cadre de collab, puisqu'en fait je pense que c'est un écrin aussi pour recevoir les gens, et puis on est dans la culture flamande, on a l'estaminet, on peut recevoir nos collègues à manger, enfin, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Et puis effectivement après c'est les bières vieillies en barrique, parce que ça c'est un marché qui est pour nous intéressant. On a notamment le Russian Imperial Stout qui est un style qui nous plaît énormément, bon alors vieilli en fût de Bourbon assez classiquement, mais on peut le faire vieillir dans tellement d'autres écrins. Et puis enfin, donc la bière spontanée avec l'installation d'un cool chip. La bière originelle, c'est avoir fermenté de manière spontanée. Alors comment c'est perçu ça, de l'autre côté de la frontière, deux farfelus français qui veulent essayer de s'emparer d'un savoir-faire brassicole belge historique? Je dirais que je suis pas sûr qu'on s'empare de quelque chose. Je pense qu'on a quand même cette culture commune. Alors à la limite, on va pas parler de gueuse, on va parler de farmhouse ale. Voilà, donc ces bières fermières où en fin de compte, on a cette même culture ici. Je vais pas raconter l'histoire de ma grand-mère, mais malgré tout, ici dans les fermes, on faisait de la bière pour abreuver les ouvriers agricoles. On est en Flandre française, donc on a cette même culture avec les Belges. Je rappelle aussi qu'on a une Nost Toqué saison qui a cartonné. Bon, c'est aussi dans cette inspiration-là qu'on revient à la base de la bière, quoi. Vous aviez cette envie peut-être de revenir à une créativité plus libre, moins bridée? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, Nost Toqué est très demandé. Donc, en fin de compte, c'est sûr qu'à Merville, aujourd'hui, on brasse beaucoup d'Nost Toqué et quasiment que ça. Alors, il y a la Brassine à côté, mais en fin de compte, l'idée ici de la spontanerie, il y a ce côté un peu frondeur, c'est-à-dire frondeur dans le sens où tout le monde a peur des bières brettées. On va faire de la bière brettée. Les bières barriquées ne se vendent plus. On va faire des bières barriquées. Voilà. Alors, effectivement, le passage de Cromont-Nambourg nous met plus à l'aise financièrement. Donc, ça nous permet aussi de voir les choses différemment et de construire les choses. Encore une fois, on n'a pas des grosses ambitions de volume, de 1000 hectos. Par contre, c'est vraiment d'aller chercher une clientèle qui s'intéresse à ces produits d'exception. Et des produits d'exception qui, forcément, coûtent plus cher à produire et donc sont plus chers à vendre. Ouais, alors ça, c'est un peu notre sujet. On ne veut pas rentrer dans le côté élitiste de la bière. L'idée, c'est de faire des bons produits et d'essayer de les proposer au meilleur prix. En fait, encore une fois, on a toujours eu cette ambition avec Olivier de démocratiser les choses. On a démocratisé un petit peu les bières triples, les bières houblonnées, les IPA. En son temps, on voulait vraiment avoir le meilleur prix possible pour qu'on puisse rencontrer une clientèle qui s'intéresse à nos produits sans détruire son porte-monnaie, quoi. Alors, on a dit que seront brassées ici à la spontanerie des bières traditionnelles, houblonnées, des bières brettées. Alors ça, si c'est comme en Belgique, ça se brasse plutôt en période hivernale. Et puis des bières barriquées qui vont vieillir dans des fûts pendant un certain temps avant d'être conditionnées. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que quand il y a de la brette dans une brasserie, c'est là que les ennuis commencent. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, pour éviter la contamination, pour pouvoir produire sereinement? L'expérience de la brasserie du Pays Flamand nous aide naturellement, puisqu'en fait on a cette culture qualité depuis le début, puisque je rappelle que aucune de nos bières n'est filtrée, pasteurisée. Donc on a cette culture du nettoyage, on a cette culture de la propreté. Enfin, vous pouvez venir visiter quand vous voulez les deux sites en général. Tout le monde est surpris par la propreté de nos sites. Et pour cause, c'est vraiment ça qui est la base de la qualité de nos bières. Et en plus, pour sécuriser tout ça, on va travailler en campagne. Donc il y aura des campagnes de bières sauvages et des campagnes de bières, on va dire, conventionnelles. Donc en fin de compte, l'année sera rythmée par des campagnes où on produira
qu'un seul type de bière, enfin qu'un seul type de bière, soit brétée, sauvage, etc., versus des bières conventionnelles, c'est-à-dire plus houblonnées ou les triples un peu plus faciles à faire, quoi. Pour accueillir la spontanerie et avoir cette diversité dans les styles de bière produits, il a fallu aménager ce site. On va les visiter, on va les découvrir, mais forcément ça représente des investissements et en même temps, au-delà de la production, c'est un véritable lieu de vie que vous avez voulu créer ici. Alors on est à Blaringhem, on est loin de l'autoroute, on est dans la campagne de la Flandre française, c'est un peu culotté quand même. Ouais, mais on est tellement attaché à ces lieux. Juste un petit peu d'histoire. Enfin, là où on est assis, Olivier, là, présentement, on est dans l'ancien réfectoire de la distillerie qui est née en 1904. Donc en fait, les murs sont chargés d'histoire. Je peux te garantir qu'il y a 125 ans, ici, on parlait flamand, on buvait de la bière et on rigolait entre potes. Ben, moi, j'ai pas envie d'abandonner un site comme ça parce qu'en fait, on a aussi quelque part ce devoir. Enfin, on est obligé quand on a démocratisé comme ça, même un mot comme anostoqué, de dire ça veut dire à la prochaine fois en flamand. On est fier de notre culture et on veut la défendre. Alors, question technique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est cinquantenaire, on a la même fougue qu'il y a 20 ans ? Parce qu'il faut le redémarrer, là, le projet, c'est un nouveau projet. Alors déjà, tu te trompes, je n'ai pas 50 ans, j'ai 48 ans, donc je suis loin d'avoir 50 ans. Et pour ce qui est de la fougue, compte sur moi et celle d'Olivier, on a vraiment beaucoup d'énergie pour remplir notre objectif de rendre pérenne ce site et cette nouvelle brasserie. La spontanerie, ça fait déjà 1 an, plus ou moins, d'existence. Est-ce que le succès ressemble à celui que vous avez connu il y a 20 ans avec Anostoqué ? Alors pas du tout. Là aujourd'hui, on peut même, si on regarde une partie des chiffres, on pourrait même être déçu. Mais encore une fois, on lance ça dans un contexte économique qui est très compliqué pour beaucoup de nos clients et pour nos clients cavistes aussi, qui connaissent quelques difficultés. En fait, il n'y a rien de joué. Et ça, ça nous rappelle à l'humilité. Ça rappelle aussi à l'humilité de la qualité de nos bières, etc. Je pense que c'est un signe positif de se dire, on intervient dans un moment pas simple et ça nous fait prendre les bonnes décisions, je pense. Et alors, quand on est chef d'entreprise, forcément, on compte sur ses équipes, que ce soit à Merville ou ici à Blaringhem, pour que ça tourne. Mais carrément, et en fait ici on a une équipe de collaborateurs ultra motivés aussi par le projet global. Ce sont des gens qui sont ultra créatifs, ce sont des gens qui sont viscéralement attachés à la brasserie artisanale, et donc on a une équipe qui est vraiment sur qui on peut compter. Donc ça c'est vrai que c'est très agréable. Nous avec Olivier nous sommes les chefs d'orchestre, et on a aussi un commercial sur la route qui est un ancien brasseur et qui aujourd'hui est passionné par ce qu'il vend. On va visiter ? Allez, tu me suis ? Allez, rentre. Ça va, Elodie ? Bon, alors tu connais les lieux, non ? Ça te rappelle quelque chose ou pas ? Vaguement. Voilà, donc rien n'a changé. Alors on a amélioré un peu le process, mais en tout cas le bloc show est identique à avant. On a recarrelé, on a amélioré le process, mais voilà, ça reste dans son jus comme tu disais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on brasse ? On brasse sur quoi ? Décris-nous un peu l'environnement de travail. Alors l'environnement de travail, en fait c'est déjà un bloc chaud, tu vois, de 10 hectos, alors qui a été un peu customisé au fil des années. Donc on a 2 cuves d'ébullition. Et là je sais pas ce qu'on brasse, Elodie. Une fronde ? Voilà, alors ça on en reparlera plus tard, mais on fait une petite bière qui devrait plaire. Voilà, donc une petite bière légère. Tu vois, t'as un scoop là, tu vois, t'es content, hein? Donc non, mais on essaye de développer des marques un petit peu secondaires, et la fronde en fait ça correspond très très bien à l'état d'esprit ici, dans le sens où on essaye de dompter des levures sauvages. On est aussi un petit peu contre la bien-pensance un peu générale, et on fait des bières du coup un peu spéciales aussi, quoi. Assumées en plus. Alors après, derrière toi, tu as des fermenteurs de 10 hectos, les premiers fermenteurs qu'on a achetés. Donc elles ont vu les premières anostoquées, ces cuves-là. Elles viennent du Canada et on les a rachetées à un brasseur qui était à Longwy. Voilà, donc une longue histoire aussi. Bon, après, on peut continuer si tu veux à l'embouteillage. Allons-y.
C'est beaucoup plus calme et on y retrouve notre cher Mathieu. Ça va, Matt ? Ouais, ça va. Voilà, on essaie d'embaucher que des Mathieu, comme ça c'est beaucoup plus simple. Hein, ils sont très courageux les Mathieu et voilà, ils sont très beaux aussi. Et ici tu es dans le hall d'embouteillage, donc pareil, qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la vie précédente de la spontanerie. Et c'est ici où c'est le plus crucial, hein, c'est au niveau du conditionnement où, quand je parlais tout à l'heure de campagne, bon, ici ça doit être nickel après chaque campagne, quoi, hein, puisqu'il ne faut surtout pas qu'on ait des contaminations croisées entre le process de bière sauvage et les bières que j'appelle traditionnelles, quoi. Quels sont les investissements qui ont été réalisés pour customiser cette ex-brasserie du Pays Flamand en spontanerie? Je ne sais pas si on peut dire ça. Ouais, si, ça me va. Alors en fait, je pense qu'au niveau du brassage, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, ce qui va changer, c'est bien sûr sur le vieillissement et sur la fermentation spontanée, donc avec le cool chip. Mais ça, je peux te montrer si tu veux, hein. Tu vas voir qu'il y a eu un peu de changement dans le chai. On y va. Bon, gros investissement ici en fait. Là, on est dans la cour, de la brasserie. Hein. Tout à fait. Et on est au pied d'une échelle. Bon, alors je ne vais pas te faire monter parce que c'est un peu dangereux, mais il y aura bientôt un escalier. Et cet escalier mènera au cool chip. Et en fait, comme tu peux voir, là, on aperçoit en fait la toiture, la nouvelle toiture qui a été imaginée pour qu'effectivement on puisse faire de la bière spontanée. Hein. Donc je rappelle ce que c'est qu'un cool chip. Hein. C'est juste une cuve ouverte dans laquelle des ferments viennent de l'air ambiant. Voilà, donc on va créer un courant d'air. Donc on ouvrira la petite fenêtre qui est là-bas, tu vois. Derrière, il y a un système de claire-voie et tout est en bois puisque les levures, les bactéries, les micro-organismes se fixent sur le bois. Voilà. Donc on espère que tout ça sera riche de micro-organismes. Qui vont se plaire ici. Qui vont se plaire ici. De toute façon, on va leur parler à ces micro-organismes. On va leur dire tu restes là. Et ils vont se fixer dans la toiture. C'est ça. Et donc là, on va rentrer dans le chai qui a aussi fait l'objet de quelques investissements. Alors attends, parce que tu es passé un peu vite là, parce que j'ai eu le culot tout à l'heure de monter à l'échelle pour aller voir à quoi ça ressemblait là-haut. Et de fait, c'est très grand. Ouais, c'est très grand. Alors parce qu'en fait, il y a deux parties, tu as raison. Il y a la partie, on va dire, production cuve ouverte, cool chip. Et en fait, on veut vraiment qu'il y ait une sorte d'expérience immersive aussi pour nos visiteurs. Et donc, il y a une partie accueil du public aussi. Donc là-dessus, il y aura une salle d'accueil en haut. Donc on pourra vraiment assister, en fin de compte, au brassage, on va dire, à ciel ouvert, quoi, au plus proche de la production. Alors ça veut dire que le mou est préparé dans la salle de brassage et ensuite par un système de tuyauterie, il va être convoyé jusqu'au cool chip. C'est ça, l'idée c'est d'avoir un jus très sucré et de voir un peu comment ça va être ensemencé. Or bien sûr, il y a des saisons très particulières, hein, parce que si on faisait ça comme maintenant en plein cagnard, ça n'irait pas. Donc on va attendre les premiers frimas d'hiver pour pouvoir ensemencer. Oui, parce que le mou arrive bouillant, donc il n'y a pas de système de refroidissement en amont. Non, alors on va le refroidir un petit peu en amont, mais en fin de compte, l'idée c'est que la fermentation opère de manière complètement naturelle sur un mou qui est en cours de refroidissement. Et alors une fois que le mou est ensemencé, ça dure combien de temps cette opération ? Alors ça c'est une bonne question, tiens. Non, après... Est-ce que le matin, si on met le mou le soir, il travaille toute la nuit et puis c'est parti ? Non, alors je pense que ça sera un petit peu plus long que ça, mais ça en fin de compte, c'est très empirique. Hein, il va falloir qu'on observe comment ça se passe. Est-ce qu'on aura une faune immédiatement suffisamment nombreuse ? Enfin, il y a encore plein de questions à se poser. On va d'abord observer. On a toujours été dans le test and learn ici à la brasserie, donc c'est ce qui va se passer aussi. Je ne sais pas te dire aujourd'hui combien de temps ça prendra exactement. En tout cas, on laissera le temps faire les choses. Puis après, l'idée, c'est de toute façon, une fois que la fermentation est terminée, c'est que ça puisse être vieilli en barrique, quoi. Ouais, donc sur le même principe que les lambics. Oui, complètement. Mais on ne pourra pas l'appeler lambic parce que ça, c'est une appellation d'origine contrôlée. Puis de toute façon, je pense qu'on aura aussi notre signature. Donc l'idée, c'est pas de faire comme les autres, quoi. Bon, je te fais visiter le chai. Ouais, je sens que tu trépignes. Oui. Alors on entre dans le chai.
qui est quand même le meilleur endroit de la brasserie, parce que été comme hiver, il fait 20 degrés, donc en hiver, on est plutôt bien, et en été, on est très bien, on a l'impression qu'il fait frais, quoi. Tout à fait, bah oui, on a recréé, alors même si on est, tu vois bien, on est entouré de panneaux sandwich, on a quand même recréé une atmosphère de cave, donc avec un contrôle de l'humidité, puis un contrôle de la température. Voilà. Et donc ça permet aussi d'éviter l'évaporation, en fin de compte, de la bière dans les barriques, parce que s'il faisait trop chaud, en fin de compte, il y aurait trop d'évaporation, quoi. Voilà. Et donc tu vois bien, il y a quelques petits changements. Avant, on était sur des barriques, on va dire de 200 litres. Maintenant, on a rentré des foudres pour pouvoir homogénéiser les lots et puis proposer, en fin de compte, un produit toujours plus ou moins identique. Donc c'est du chêne ? Ouais, c'est du chêne. Alors tu vois, on les a achetés, je pense, en Cognac, pays de Cognac. Et donc, non, c'est plutôt bien fait. Elles font 20 hectos, tu vois, 20 hectos chacun. Je pense qu'on va utiliser, enfin c'est même sûr, on va utiliser la méthode du Solera, c'est-à-dire qu'on va vider un petit peu, on va re-remplir un petit peu, etc. Comme ça, on aura vraiment quelque chose d'homogène. Et alors la bière reste combien de temps dans ces foudres ? Là, pareil, en fait, on aura différents types de vieillissement. Donc, on aura, tu vois, là, on a une saison brette qui est là depuis déjà 6 mois, tu vois, 16-12-2025. C'est la période qu'il faut pour avoir une bonne brette. Et après, pareil, par rapport au futur type de bière spontanée avec le cool chip, on se laissera le temps, mais à mon avis, ça sera plutôt 2 ans, quoi. Et alors après, il y a des barriques tout à fait classiques. Ouais, en fait, tu vois, là, il y a quelques, en plus des noms que tu connais, je crois que ça te parle. Il y a quelques collabs en route. Et puis après, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais un Imperial Stout en Bourbon, ça reste hyper efficace. Donc on a gardé des barriques de Bourbon et on continue d'en acheter pour pouvoir faire des Imperial Stout juste super bonnes, quoi. Voilà. Et puis tu vois, on a directement la visée avec l'estaminet, pareil pour que en fait nos visiteurs qui viennent manger puissent aussi avoir ce lien direct avec le chai. Si aujourd'hui pas mal de brasseries quand même se risquent à faire de la bière barriquée, là on est quand même devant un chai d'une certaine taille, donc il y a une ambition de produire. Oui et non, encore une fois, huile de lait, je crois que l'année dernière on fait 150 hectos, donc c'est pas, tu vois bien, je parlais de 1500 hectos, donc 10% de notre production qui aujourd'hui vieillit. Par contre, en fait, c'est des longs moments de latence, hein, donc tu vois, tu as des barriques, ça fait 1 an qu'elles sont là, donc il faut toujours un peu de stock pour accompagner déjà une petite croissance. Moi je pense que, on a notre commercial Thomas là qui fait un super boulot, donc ça commence à prendre tout doucement, hein, et puis finalement, encore une fois, il y a le monde de la bière évolue beaucoup, les petites brasseries ont tendance à fermer. Voilà, donc ces petites brasseries avaient tendance justement à faire ce type de bière. Donc, on est peut-être une alternative pour les cavistes qui voulaient vraiment ce type de produit. Et alors typiquement, ce style de bière, un commercial, il les vend à qui ? À qui n'en veut déjà, non, mais c'est surtout des cavistes. Et je pense aussi des gens qui ont une bonne vision aussi de la gastronomie, puisque ces bières-là, elles s'associent mais incroyablement bien avec des plats préparés à dessein, quoi. Et puis après, on a aussi des bars qu'on connaît tous, hein, mais je ne vais pas les citer là parce que si j'en oublie un, ils vont respecter. Mais on a quand même des bars qui ont aussi cette spécialité de bière ultra spécifique et qui ont une clientèle bien à part, quoi. Voilà. Et puis après, en dernier lieu, il y a les caves-bars ou les bar-caves qui là permettent aussi le reflet de se dire tiens, je goûte et si j'aime bien, j'achète. Ça c'est quand même cool, ça. La spontanerie a déjà participé à différents événements, festivals. L'accueil du public et de ce public particulier quand même des festivals, qui est un public plutôt exigeant, il est comment ? C'est positif ? Ouais, il est ultra positif. Ouais. Je pense notamment au Lyon Beer Festival où on a eu un super accueil, où notre RIS il a cartonné. Enfin voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on montre aussi qu'on sait faire, quoi. Voilà. Et l'idée c'est de participer au maximum au salon, qui compte en France, quoi. Et alors je vois il y a une barrique de saison brette. La saison brette, c'est la jongue ? Ouais, carrément. Alors celle-là, elle est vieillie, mais notre jongue, elle n'est pas vieillie. Mais je ne sais pas si tu as vu, elle a déjà gagné une médaille d'argent, silver medal au World Beer Cup, donc aux États-Unis. C'est quand même un concours assez couru. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de Français qui jusqu'à présent avaient emporté des médailles. Bon, il y a une petite brasserie du côté de Merville qui l'avait emporté il y a quelques années. Oui, c'est ça. C'est ce concours qui a consacré l'Anastaké blonde, meilleure blonde du monde. C'est ça. Et là, on a eu dans la catégorie des bières
bière Brété, on a eu médaille d'argent. Donc on est super content. Ça motive en plus super fort l'équipe. Ça soude l'équipe de se dire on se trompe pas quoi. Ouais, c'est un bon démarrage pour cette jongue. Ça aide. Alors là, on traverse la boutique parce qu'évidemment, dans toute bonne brasserie, il y a une boutique. Et puis, alors où est-ce que tu nous emmènes ? Là, je t'emmène. C'est mon ancien bureau, mon premier bureau avec Olivier. Voilà. Donc t'imagines ici un bureau, hein, donc avec le bureau d'Olivier, le mien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une salle complètement vide, mais sous voûte. Si tout va bien, en fait, on va remplir cette salle de nouvelles barriques. Voilà. On s'attend quand même à avoir un petit succès quand même. Je te parlais de 150 hectos. L'idée, c'est quand même de faire 2 fois ce volume-là en bière vieillie. Donc, on s'est dit qu'on manquerait de place à un moment donné dans l'endroit dont on vient de partir. On a changé nos bureaux en chais. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand tu arrives sur la rue, tu t'attends pas à avoir un site aussi grand. Alors attention, c'est pas immense, c'est pas Merville, mais c'est quand même très optimisé et bien découpé. Ouais, alors ça c'est aussi, je te rappelle qu'ici on a brassé jusqu'à 8000 hectos avant de déménager sur Merville. Donc on connaît bien les lieux forcément, donc ils sont ultra optimisés avec le temps, ouais, c'est sûr. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir du public et de faire découvrir ce savoir-faire unique au nord de Paris en tout cas, parce que des cool chips il en existe ailleurs, mais c'est plutôt rare. C'est ça, il en existe de manière sûre et certaine de l'autre côté de la frontière, en Belgique forcément, mais c'est vrai que je pense qu'on aura vraiment une typicité à faire visiter ce lieu avec ce cool chip, ouais. Je pense que ça sera assez unique. Merci Mathieu Le Senne de nous avoir accueillis ici à la spontanerie à Blaringhem, et on va passer à la dégustation avec Adrien Herbe qui va nous rejoindre. Merci, on va commencer par la jongue, petite bière locale et Brété. Écoute, merci en tout cas de ton passage, et effectivement je te laisse entre de bonnes mains avec Adrien qui sera bien plus à même que moi de parler de nos propres produits. Les 5 dernières minutes avec la dégustation, et nous a rejoint Adrien Herbe qui est responsable de la communication pour la brasserie du Pays Flamand et la spontanerie. Adrien, que nous as-tu préparé ? Oui, merci de m'accueillir. Alors je t'ai préparé 4 produits, 4 belles bières de la spontanerie. La première c'est la jongue qui vient d'être médaillée d'argent au World Beer Cup, concours illustre aux États-Unis. Après, on aura une saison brette chez Ville de Léeux, une Gauzy PA qu'on a fait en collab avec la brasserie Cambier, et on terminera par un délicieux IRS vieilli en fût de Bourbon. Allons-y, on commence par la jongue, qui est un peu la fierté locale du moment grâce à cette médaille d'argent obtenue à la World Beer Cup. Je te laisse nous présenter cette bière. Donc déjà la jongue, effectivement, c'est la ref numéro 1 avec laquelle on a démarré la spontanerie. C'est assez atypique comme bière parce qu'on n'est pas sur une bière purement brétée, on est sur un mélange donc d'une ale. La base en fait qui nous a servi à faire cette bière, c'est une bière blonde, plutôt généreuse, gourmand, hein, légèrement sucrée, et donc ça on fait une fermentation classique dans les fermenteurs. Et juste avant d'embouteiller, en fait, on revient inoculer de la brette. Donc c'est une brette qu'on a trouvée chez nous, là, qu'on a sélectionnée. Et donc ça lui donne vraiment une typicité originale. Pour les gens finalement qui aiment bien l'Orval, on va se rapprocher sur ce type de produit. Donc je vous invite à la découvrir si vous êtes un passionné d'Orval. D'abord chez votre caviste, en local, et puis après, si vous ne trouvez vraiment pas, si vous l'harcelez pour qu'il aille vous fournir de la bière, qu'il trouve la jongue, qu'il fasse référencer la jongue, et passez sur le site internet et n'hésitez pas à commander donc, directement. Pour la jongue, on a une jolie robe blonde dorée. C'est vraiment une belle bière, moi je trouve qu'elle est assez magnifique, avec un beau col de mousse. Et après au nez, on sent direct la brette, hein, pour ceux qui connaissent l'odeur, hein, c'est un petit côté comme ça, cidre, pomme, moi je trouve, pomme cognac. On est vraiment sur cette typicité d'arôme. Au nez, c'est assez engageant. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce côté-là, très naturel, très sauvage. C'est des trucs qu'on retrouve beaucoup dans les fermentations finalement spontanées. Et après, en bouche, on a un bel équilibre. En fait, on a d'abord, finalement, la petite sucrosité, un petit côté un peu banane qui vient et finalement de la levure de base qu'on utilise, qui est pareil, c'est une levure qui nous appartient, qu'on a retrouvée dans la Nosteke, hein, c'est l'EDML, comme on l'appelle chez nous.
Donc le côté vraiment banane épicé. Et après derrière arrive tout doucement en fait la brette. Elle n'est pas excessive écœurante comme on peut l'avoir sur certaines bières où c'est moins maîtrisé. Là elle est beaucoup plus douce. Et ce qui est intéressant je trouve en plus dans la Jonc, c'est que c'est une bière en fait qu'on va pouvoir conserver dans le temps et qui est évolutive. Finalement entre quand elle va sortir de chez nous parce que la Jonc, en fait, c'est une bière qu'on va d'abord garder chez nous en chambre chaude pendant 3 mois avant de la commercialiser pour être sûr que la Brest, elle a fait tout son travail. En fait, après ça, elle est beaucoup plus douce au démarrage et plus vous allez la conserver dans le temps, plus elle va s'exprimer, plus elle va développer des arômes différents. Et là, on est vraiment sur un bel équilibre, je trouve, entre la sucrosité d'une blonde traditionnelle avec cette petite brette qui vient amener une pointe d'acidité, mais vraiment, c'est une pointe pour amener à un truc très sympa. Et là, en plus, c'est la pression. Alors, on a envie d'y revenir, quoi. Donc là, Ville de Léeux, saison brette ananas. Donc c'est une bière vieillie 5 mois en fût de Bordeaux rouge. Alors là, ce qu'il y a de sympa avec cette saison brette, on a des gros foudres. Et en fait, dans ces foudres, on fait la méthode Solera. L'idée, c'est qu'en fait, tous les 6 mois, on vient soutirer une partie en fait, de la saison brette, qu'on aura fait vieillir dans ces foudres de fût de Bordeaux. Et on va garder une partie. Et en fait, on va rebrasser notre bière qu'on va remettre au-dessus et qui va finalement fermenter directement avec ce qui reste d'avant. Donc ça rend les levures, enfin je trouve que dans le temps, ça rend les levures et puis ça les fait évoluer. La barrique, elle donne sa typicité. Donc c'est vraiment... Moi, j'adore ce genre de truc où finalement c'est une bière qui va avoir de l'histoire et plus on va vieillir dans le temps, plus on va la garder dans le temps, plus elle va évoluer, plus elle va amener elle aura sa typicité, elle aura développé ses arômes à elle. Et donc, pareil, ça va être notre brette à nous avec son histoire à elle. Et elle sera un petit peu unique cette bière. Et là, donc, saison brette, on fait des fois des déclinaisons qui sont brutes, finalement, saison brette pure. Et là, par contre, on a voulu, donc c'est pareil, on a fait une saison brette, donc ananas. L'idée, c'est, avant le conditionnement, en fait, on vient rajouter de la purée d'ananas pour marier un petit peu les arômes et tout un petit peu le même esprit de ce qu'on a pu faire avant, c'est-à-dire là l'ananas il amène de la sucrosité, il amène du fruit et la saison brette elle a de l'acidité, donc en fait c'est toujours pareil, le sucre plus de l'acide, en général ça donne des bons produits sympas. Donc pour vous le décrire, vous les auditeurs qui n'auront pas la chance de la voir, pareil on est sur une belle bière qui est blonde dorée, il y a une légère pétillance, pas de colle de mousse. Et là, direct, on a... Alors celle-là, pour le coup, je trouve la brette, elle est encore plus présente que sur la Jonc. On a quelque chose qui est... C'est déjà un petit peu acidulé au nez. Et il y a, la barrique de Bordeaux, donc rouge, qui arrive un petit peu en second plan. En fait, on a ce côté vineux, en fait, qui vient intervenir, qui est assez sympa, qui est engageant, finalement. Et là, donc à la dégustation, on est sur quelque chose de beaucoup plus acide par rapport à la Jonc, qui est pour moi une bonne porte d'entrée dans l'univers de la brette. On a d'abord donc cette acidité qui vient, qui est d'ailleurs rehaussée par l'ananas. En fait, on a, à la place d'avoir juste de la sucrosité de l'ananas, là, on a vraiment le fruit ananas qui vient sortir, qui se marie très bien, je trouve, avec la brette. Et qui amène un côté assez gourmand. Ça, je trouve, sur le type de produit, avec du poisson, enfin vraiment en pairing finalement sur des repas, on peut carrément... c'est un truc assez éclaté, c'est un bon produit et tout ce qui est vide de eux, je trouve que ça marche trop bien dans les accords mets et bières parce que finalement... Voilà, cette acidité, elle est présente, elle n'est pas extrême, mais avec le fruit, en fait, elle amène une complexité qui reste dans le temps et qui fait qu'on a une bière qui est très légère, désaltérante à boire. Alors, comme toutes les bières acides, c'est pas des trucs où on boit des litres et des litres, mais par contre, pour les amoureux de la bonne chair, je pense qu'il y a de quoi s'éclater derrière après sur des accords mais bières. Troisième dégustation. Oui, donc Gauze IPA avec les copains de la brasserie Cambier. Et spécificité, en fait, on a mis de l'Alerto blanc et Nelson Sauvin plus du Vista en houblon. C'est une idée de Quentin, donc brasseur chez nous et responsable du site de Blaraghem, qui, en gros, au moment de la collab, donc Cambier, forcément, nous, ça fait longtemps qu'on brasse avec eux.
et à la brasserie du Pays Flamand et maintenant à la Spontanerie. C'est un peu des copains. L'année dernière, malheureusement, ils avaient beaucoup de temps à dispo pour aller brasser à gauche et à droite. Et on était content de les recevoir chez nous, brasser finalement la première collab de la Spontanerie, c'est avec les copains de Combier. Donc ça nous a fait vachement plaisir. Et en fait, cette bière, elle va sortir, elle vient tout juste de sortir. Donc Gauze, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est des bières qui sont à la fois salines, donc où on rajoute un petit peu de sel de Guérande dedans, et à la fois acidulées. Donc ça crée un contraste assez intéressant entre le salin et l'acidité. Et derrière, l'IPA, le côté houblonné, où on va venir rajouter du houblon pour amener de la gourmandise, du fruit, notamment avec l'Alerto Blanc et le Nelson Sauvin. On va avoir comme ça un truc assez étonnant. Et alors je l'ai déjà goûté avant et franchement je me régale avec ça. Alors c'est vraiment un ovni dans le monde brassicole, mais c'est très très bon. Donc là on a une belle blonde, plus pâle que celle d'avant, joli petit col de mousse. Et là, au nez, on a directement... Alors, pour le coup, on n'a pas encore le côté gauze qui ressort. On a juste le houblon qui vient péter avec très fruité. C'est vraiment un nez explosif. Je trouve on est sur des fruits exotiques, légèrement des fruits à noyaux. Enfin, c'est assez gourmand et franchement, c'est très engageant déjà au nez. Et là, en bouche, alors c'est plutôt une aventure gustative dans le sens où il se passe beaucoup de choses en bouche, mais de manière positive. Franchement, c'est assez marrant, je trouve, que comme dégustation. En fait, on a d'abord donc le côté gauze qui sort avec un côté salin, et comme je disais, un côté acidité. Donc le palais, ça salive avec finalement l'acidité qui sort. Et puis en fait, en arrière-bouche, en seconde bouche, ça arrive tout doucement. Là, on a vraiment le houblon qui s'exprime et c'est vraiment très gourmand. Avec, comme je disais, pareil, on ressent les fruits exotiques qui sont présents. Et c'est assez sympa. Je trouve que dans le même esprit que la saison Brett, c'est typiquement le genre de bière qui peut se marier très bien avec des repas pour faire des accordés et bières. Et en même temps, celle-ci en apéritif, quand il fait chaud, là, comme aujourd'hui, parce que c'est une bière qui est assez légère, on a 5,6% d'alcool, donc c'est assez léger. Ça marche bien parce qu'en dégustation, là, on se voit bien au soleil. Et pour ceux qui aiment moins la bière, mais qui... alors, je pense que t'as personne qui écoute le podcast, ils n'aiment pas la bière. Mais en tout cas, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui est moins fan de bière, je trouve qu'il y a un petit côté vin blanc qu'on peut retrouver sur de l'aromatique là-dessus. Et ça peut permettre de convertir des gens qui n'aiment pas la bière. 4e et dernière dégustation. Oui, alors là, on est clairement sur mon péché mignon. C'est la bière que j'attends depuis le début. Le Rustian Imperial Stout. Donc pareil, en Ville de Léeux. Donc on fait une version non barriquée. On fait aussi une version barriquée. Celle-ci, elle est vieillie en fût de Bourbon. Et donc on fait des blends sur ce genre de bière où on a à la fois des RIS qui ont 20 mois, qu'on va mélanger avec des 5 mois. On bosse un peu là-dessus. Péché mignon qui est partagé par beaucoup chez nous. Pour ceux qui connaissent le style, en gros, on travaille ça comme un double mash, en fait, notre RIS. Donc, le principe d'un double mash, on brasse une blonde d'abord, et en fait, on utilise le jus de la blonde pour brasser après une brune, et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, alors nous, on garde à chaque fois, on garde les petits jus des brunes d'après pour rebrasser les autres brunes. Alors je suis pas sûr que ça soit très clair. On densifie, on a toujours plus de jus qui est concentré et qui vient concentrer la bière, et ce qui fait qu'à la fin on a une bière qui est assez gourmande, très généreuse. Et donc pour les amateurs de stout, faut y aller quoi. N'hésitez pas à y aller, c'est très très bon, c'est très gourmand. On est sur une bière à 14 degrés, histoire de se réchauffer. Ça marche très bien en dessert. Et puis maintenant j'ai hâte, place à la dégustation. Et on voit au service que c'est pas tout à fait fluide. On est sur une brune qui est très sirupeuse. Alors là, pour le coup, on voit rien au travers, donc ni pétillance. Il y a un petit col de mousse. Puis maintenant, place à la dégustation. Alors là, on est sur la vanille. Alors la vanille, elle est issue... on ne rajoute pas de vanille. En fait, c'est vraiment issu du vieillissement barrique. La barrique de Bourbon, c'est vraiment les arômes que ça dégage. Tout de suite, on a l'impression d'être dans un dessert. C'est très, très gourmand.
Et puis là, la dégustation, c'est que du plaisir. Alors, c'est très très traite parce que, comme je disais, il y a 14 degrés d'alcool. On les sent pas du tout. Donc, c'est le genre de produit qu'il faut pas hésiter à partager à table ou conserver pour soi si on veut faire une belle sieste. Et alors là, il y a beaucoup de choses qui se passent en bouche. Très gourmand. On a d'abord la vanille en fait liée au vieillissement en barrique là, de Bourbon qui est là, qui est présente. Et puis petit à petit, en fait, on a plusieurs strates de dégustation qui arrivent. On a un côté chocolat, légèrement cacao qui ressort, qui est très très gourmand. Une petite pointe de café. Pour moi, ça, c'est un délice et ça marche très très bien en dessert avec des tiramisu, avec une petite boule de glace vanille. Enfin, c'est vraiment une bière gourmande et pareil, en fait, c'est étonnant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'image de la Stout, des bières un peu noires, amères. Là, en version Russian Imperial Stout, finalement, c'est beaucoup plus gourmand et vraiment là, ça paraît moins puissant en fait, c'est beaucoup plus accessible pour moi. Et ça en dessert, c'est une tuerie, c'est un délice. Et une fois qu'on y a goûté, en fait, c'est difficile de revenir en arrière. Adrien, merci pour cette dégustation. En guise de conclusion, quels sont les projets pour la spontanerie? Alors évidemment, il y en a beaucoup, mais en tout cas ceux qui arrivent là à court terme. Déjà, n'hésitez pas à venir tout l'été, même toute l'année, visiter la brasserie, rencontrer Théo et Amandine qui font des visites exceptionnelles. Il y aura forcément la fin des travaux, comme Mathieu en a parlé, au niveau du coup de chip. Et chez nous, qui dit fin de travaux dit inauguration. Et qui dit inauguration, dit accueil du public. Donc je vous donne rendez-vous au mois de novembre. Je ne sais pas encore si ça sera début ou fin novembre, mais mon petit rêve, c'est de faire une inauguration où on ferait un brassage, donc le premier brassage dans le co-chip, avec toute cette dimension un peu mystique qui est autour des brassins, enfin en tout cas des fermentations au co-chip, parce que faut l'avoir vécu, mais cette petite vapeur qui se dégage du cold chip, le début de la fermentation, enfin il y a un vrai truc qui se passe. Il faut fermer les yeux là, mais donc vous avez les murs en briques, des petits flambeaux, vous montez, vous allez voir le cold chip, on commence à fermenter. Enfin il se passe un truc, il y a une atmosphère. Un petit verre de bière à la main et puis après on termine tout ça dans l'estaminet en train de manger des bonnes choses en accord mets et bière, et là ça serait un bon moment qu'on puisse partager tout ça avec en plus l'équipe de la spontanerie qui puisse vous parler de leur passion, et parce qu'on a une vraie belle équipe de passionnés derrière qui mouillent le maillot tous les jours pour faire des super bières. Donc je vous donne rendez-vous en novembre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez nous rejoindre et puis passer un très bon moment avec nous. Merci à Mathieu de Seine et à Adrien Herbe, ainsi qu'à toute l'équipe de la brasserie La Spontanerie pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité lors de cet enregistrement. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez également à laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Et bien sûr, soutenez le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est en description. À très vite pour d'autres aventures brassicoles. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.